Bonjour à tous et à tous. C'est grosse ambition, puis en plus, je suis entre le maintenant et le repas, donc je vais essayer d'être pas trop, pas trop long. Donc bonjour à toutes et à tous. Je passe à la suite. Voilà, une petite. Alors je m'excuse d'avance, comme on travaille en anglais, les slides, le diaporama est en anglais. Ce que je vais essayer de faire, c'est une espèce de petit panorama de projet en fait, pour illustrer ce qui vient d'être dit, parce que merci Colin d'ailleurs, une grande partie du travail a été fait pour poser ce terme de design fiction. Et je vais commencer peut-être par comment nous, avec mes collègues de Near Future Laboratory, on est basé en Europe et aux États-Unis, comment on en est venu à travailler avec ce genre de démarche. Et vous allez voir, les exemples que je vais prendre vont être assez majoritairement liés à des considérations très projets technologiques. C'est un biais qui est à la fois que je vais prendre les projets dont on peut parler, parce que ceux qui sont faits pour certains types de clients, on ne peut pas les montrer, et c'est aussi que je prends des projets un petit peu plus anciens, alors que depuis quelques années, la majorité des projets qu'on mène vont être liés à des considérations plutôt sur la crise environnementale, mais malheureusement, je n'ai pas encore ça sous la main à vous les montrer. Il y a des clauses de confidentialité ou des choses de ce genre-là. Alors, nous, autour de 2005-2006, on existe depuis cette époque-là, on a commencé à être sollicité par toutes sortes d'entreprises qui, comme vous pouvez l'imaginer, voyaient tous ces objets arriver et se posaient un certain nombre de questions qui sont typiquement ce que tous et toutes dans cette salle on peut avoir en tête. Qu'est-ce que ça va être l'expérience utilisateur, utilisatrice demain avec, en gros, la liste qu'il y a derrière. Quelle va être la part d'acceptabilité, de refus de telle ou telle technologie? Comment ce qu'il y a sur la liste derrière va affecter mon organisation? Quel type de produit ou de service pourrait apparaître? Donc ça, c'est des questions finalement assez classiques. Et nous, pour y répondre, parce qu'il y a plein de manières d'y répondre, mais la façon de les aborder, et là j'ai une définition tirée de notre bouquin qui essaie de reprendre cette définition de design fiction, on s'est dit qu'une manière d'y répondre, avant d'essayer d'aller droit au but, ce serait de créer, comme l'a décrit Colin tout à l'heure, de créer des objets, des artefacts, les plus concrets possibles, qui mettent en scène des futurs possibles. Et sans forcément que ce soit ceux que moi personnellement ou mes collègues on désire, mais le fait de créer des espèces d'objets intermédiaires qui vont incarner et rendre plus précis ces futurs possibles que ce qu'on voit dans les médias, intelligence artificielle, véhicules autonomes, qui sont des termes qui peuvent paraître soit repoussants ou séduisants, mais qui sont extrêmement abstraits et qui, quand on travaille, en tout cas comme nous, avec différentes parties prenantes dans les projets, qui peuvent être des utilisateurs, des utilisatrices, qui peuvent être des gens lambda qui ne se préoccupent pas de ces questions, ne voient pas vraiment de quoi on parle. Alors, pour donner quelques exemples de projets, je vais montrer un exemple qu'on a fait avec le département de la mobilité du canton de Genève, où j'habite, qui, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, lorsqu'il y avait toute cette espèce d'ébullition autour du véhicule autonome, qui est un petit peu, le soufflet un tout petit peu retombé maintenant, mais le département de la mobilité souhaitait créer une forme de débat public avec la population sur ces technologies, qui paraissait être pour demain tout à fait pertinente, et pour lequel, comme en Suisse, il y a des pratiques de débat citoyen sur des changements, assez peu sur les changements techniques, mais là on a eu l'occasion de le faire. Ils nous ont demandé de créer quelque chose qui permettrait de faire comprendre ce que c'est que cette technologie du véhicule autonome, et surtout quelles en sont les conséquences, les implications dans un contexte urbain. Alors ce qu'on a produit, c'est une espèce de petite carte pliante. Quand on est touriste, on arrive à Genève, on arrive à l'aéroport, en gros on a fait un design de service, d'un service qui n'existait pas encore. On a une efface avec un code barre qui permet d'accéder au véhicule, mais surtout, ce qu'on a représenté comme scénario et futur possible sur cet objet, mais extrêmement basique, c'est un bout de papier, c'est une carte de l'espace urbain avec différentes indications sur quelle est la voirie qui est réservée aux véhicules autonomes, quelle est la voirie qui est pour le trafic mixte, autonome et classique. Comme c'est un véhicule partagé, et il est autonome, il faut pouvoir l'indiquer où on va, donc il faut pouvoir lui parler. Comme
la majorité des gens qui viennent à Genève ne parlent pas nécessairement le français. On imaginait un langage pour s'exprimer, pour dire les noms des stations où on veut aller, ces petits points avec des noms différents. Donc il y a toutes sortes d'ingrédients, je ne vais pas aller en détail sur tout ce document, mais toutes sortes d'ingrédients qui mettent en scène, qui rendent plus précis ce que c'est qu'un scénario possible avec le véhicule autonome et qui le rendent... Voilà, enfin, on va le plus loin possible dans utiliser les codes et la signalétique de ce que c'est qu'une carte, typiquement à Genève, avec des endroits, enfin, des manières de rendre attentif ou conscient à des enjeux qui sortent du point de vue peut-être de certains ingénieurs qui conçoivent ces véhicules-là, mais qui font partie, comme on l'a vu dans une des présentations tout à l'heure, d'enjeux systémiques. Par exemple, la question de l'énergie, elle est fondamentale quand on traite du véhicule autonome, dans le sens où, en tout cas pour un pays comme la Suisse, il n'y a pas assez de production électrique pour pouvoir faire fonctionner une telle rupture qui serait généralisée dans tout le pays. Donc, s'il y a un débat citoyen sur le véhicule autonome, il faut qu'il y ait un débat aussi sur la question énergétique. Donc on reprend le type de code graphique, visuel qu'on a quand il y a des votations. On a ça tous les 3 mois, qui nous demandent de voter sur différentes thématiques. Là, on imagine que si on veut créer un débat public sur le véhicule autonome, il va falloir rajouter cette question avec un petit flyer, un petit prospectus du Conseil fédéral, le gouvernement en Suisse, qui proposerait typiquement la construction de centrales nucléaires ou d'autres modalités. Là derrière, il y a des formes de provocation qui servent à souligner le fait qu'avec tel objet technique va une certaine vision de la ville, mais va aussi une certaine vision énergétique. Alors là, évidemment, c'est assez orienté ici, mais c'est pour rendre attentif les personnes à qui était destinée cette design fiction de toutes sortes d'enjeux. Alors voilà un exemple quand même extrêmement basique. Nous, avant, on produisait des choses un peu plus perfectionnées. Il y a une dizaine d'années, on faisait des vidéos, on travaillait sur des questions d'objets interactifs, mais par rapport à trouver une forme d'équilibre entre les coûts de production et les bénéfices à en tirer de ces projets de design fiction, on en est venu à faire des objets extrêmement basiques, type des cartes en papier, des manuels de produits qui n'existent pas, j'y reviendrai après, parce que le but de tout ça, c'est pas de créer juste cet objet, c'est de créer des formes de débat, de dialogue, de débat public. Pour celui que j'ai présenté ici, dans le cas de projets dans les entreprises, c'est de mettre ensemble autour de la table des parties prenantes en leur montrant certains changements. Mais donc, les objets produits, c'est juste un moment d'un processus, c'est pas une fin en soi. Donc, comment on fait ça ? Ça a déjà été un petit peu expliqué, je pense, par Colin. Il y a cette citation d'un écrivain de science-fiction assez reconnu qui s'appelle William Gibson, qui est assez intéressante pour illustrer la notion de signaux faibles. William Gibson, c'est un écrivain du mouvement cyberpunk qui a créé, avec d'autres collègues, tout ce mouvement de science-fiction dans les années 80. Et pour lui, il explique son travail en tant qu'auteur de science-fiction comme le fait de repérer des changements déjà en cours aujourd'hui. Il nous dit... Le futur est déjà ici, en fait, c'est juste qu'il n'est pas distribué de manière homogène dans la société. Donc son travail en tant qu'écrivain de science-fiction, ça consistait à repérer des petits changements. Il expliquait par exemple comment dans les années 80, il était fasciné de lire le matin des textes sur ce réseau qui s'appelait Internet, qui n'était utilisé que par des universitaires, et l'après-midi de voir des jeunes jouer dans des salles d'arcade avec des jeux vidéo, et il s'est dit il pourrait y avoir quelque chose qui mélange les deux, et il a donné le nom de cyberespace à cet objet qu'il a mis dans un de ses romans. Donc et après, c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui lui disent c'est vous qui avez inventé Internet, et puis lui s'en dédouane et dit mais non, moi j'ai juste fait que observer et j'ai créé un nom dans des romans et ça a eu une influence visiblement considérable chez des gens qui ont oublié l'origine de ces techniques. Et je présente ça parce que dans les projets de design fiction, on s'inspire en fait de ces démarches, typiquement présentées par William Gibson. Typiquement, si on prend un autre type de projet, un autre type de thème qui serait l'alimentation de demain, dans une logique de recherche documentaire, vous pouvez accéder à toutes sortes d'éléments, d'informations sur ce que serait que l'alimentation demain. Il y a des tonnes de rapports sur des innovations techniques, des enjeux de régulation, des problèmes environnementaux. Donc vous avez plein de documents.
Alors, dans certains projets, nous, on fait de l'enquête de terrain aussi. Mais là, je prends un exemple un peu plus simple avec les documents. En général, quand on essaye d'analyser tout ça, on fait des catégories. On identifie que dans ces documents, il y a des enjeux de nouvelles sources alimentaires, d'enjeux de régulation, d'enjeux de problèmes de santé. Donc, on les classe. Et puis, souvent arrive la question de se dire, mais comment on transmet ce genre de changement aux gens avec qui on travaille, hein. Vous avez peut-être reçu des PDF, de rapports de prospective ou tendances gigantesques. Un jour, vous aimeriez les lire. Moi, j'en ai plein mon ordinateur. J'adorerais avoir du temps de faire ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une manière de produire une synthèse en fait, de ces éléments-là à travers un objet qui soit accessible pour tout le monde. Donc, par exemple, on prend la bonne vieille boîte de céréales, hein, tout le monde connaît, la boîte de céréales. On se dit, mais comment, à travers tous ces changements, ces signaux de changement que je viens de décrire, on peut trouver une façon de les rendre lisibles, accessibles, compréhensibles. Et puis on le fait concrètement quand on crée la boîte de céréales qui serait l'équivalent des miel pops, mais avec des farines qui viennent d'insectes. Je ne suis pas du tout en faveur de ce genre de choses. Hein. C'est pas mon argument ici. C'est plutôt de trouver des formes qui sont très présentes dans toutes nos cultures quotidiennes et populaires pour mettre en scène des indicateurs de changement qui peuvent être liés à d'autres ressources alimentaires, les insectes, à montrer qu'il y a peut-être un pays, on spécule sur le fait que la Corée, on avait lu plusieurs rapports sur la question qui se pose des questions de soutenir son industrie là-dedans, que si on a ce type de produit, il y aura peut-être des manières, des nouvelles normes, des nouveaux labels, il y a peut-être des acteurs qui vont essayer de certifier ces choses-là, etc., etc. Donc tout ça est imaginaire jusqu'à un certain point, puisque c'est basé en fait sur des signaux de changement identifiés, mais que l'on met en forme avec cette espèce de boîte de céréales qui n'est au fond qu'une extrapolation, une synthèse d'une extrapolation de signaux faibles. Et le travail de design consiste à trouver un moyen de faire tenir toutes ces formes. Et du coup, je dirais qu'on s'amuse avec toutes sortes d'archétypes, de types d'objets. Là, j'en ai mis quelques-uns dans la liste. De prendre toutes sortes d'objets plus ou moins proches de notre quotidien. Un catalogue de produits. On a fait un projet avec Ikea avec leur catalogue. Des entrées Wikipédia. Enfin voilà, globalement, tous les objets du monde peuvent être une forme d'inspiration pour mettre en scène en fait ces choses-là. Et j'ai utilisé le terme volontairement de dire on s'amuse c'est qu'il y a un côté évidemment ludique et un peu aussi étrange de se dire un produit qui n'existe pas, on va le représenter avec un manuel. Il y a quelque chose aussi d'amusant et d'exploratoire qui compte beaucoup en fait dans ces démarches pour retrouver aussi une logique un peu un affect plus positif par rapport à ces changements. Alors, je reprends un autre exemple pour illustrer, pour continuer à illustrer mon propos. Encore une fois, un exemple sur le véhicule autonome. On a été amené plusieurs fois à travailler sur cette question. Concrètement, ça signifie que quand j'ai montré la boîte de céréales, accumuler des documents, c'est une chose, mais il y a aussi tout un travail d'enquête. Une partie de nos compétences sont liées à l'enquête de terrain. Moi, j'ai une double formation en informatique et en sciences sociales. Donc, le fait d'aller observer les pratiques, les usages au plus près des personnes est important. Dans le cadre d'un projet qu'on a fait il y a 6-7 ans sur le véhicule autonome, on a fait toute une pré-enquête en comparant en Suisse, en France et aux États-Unis ce que c'était qu'avoir un véhicule et ce que c'était que de se sentir dépossédé de son véhicule quand on utilise des services d'autopartage, des premières navettes autonomes, etc., etc. Et donc on est allé observer ces pratiques, le fait de ne plus avoir de clés, de ne plus posséder le véhicule, de le partager avec d'autres gens. On a regardé toute la littérature sur le sujet parce que la question de l'automatisation du véhicule elle est extrêmement présente. Il y a toutes sortes de textes sur ces questions à travers les différents niveaux d'automatisation qui vont de la boîte de vitesse à l'autoparkage à la conduite automatique. Donc de croiser toute cette matière, de regarder comment la ville se transforme aussi à travers une nouvelle forme de signalétique quand il y a des véhicules autonomes. Ça, c'est le campus de l'EPFL à Lausanne. Et de comprendre aussi, de faire des entretiens avec des utilisateurs et utilisatrices de premiers services navettes partagées et d'utiliser toute cette matière
je ne sais pas pourquoi il y a ça ici, d'utiliser toute cette matière, c'est pour retenir votre attention. Utiliser toute cette matière, en fait, pour ensuite transformer ça, voilà, je vais finir sur ce slide, je pense, transformer ça en, voilà, je traduis en français dans ma tête, pardon, un ensemble de signaux faibles que l'on va sélectionner d'une part. Donc il y a un travail là qui est aussi analytique, de se dire quels sont les signaux que l'on retient, quels sont les signaux que l'on laisse de côté, hein, parce qu'évidemment on ne peut pas tout retenir. Donc là il y a une part analytique et une part aussi de mise en scène, puisque quand on choisit par exemple de représenter mettons le véhicule autonome avec une carte comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, ou avec je sais pas, un format de manuel d'un véhicule autonome, on doit se dire il y a des ingrédients qu'on va conserver, d'autres qu'on ne va pas conserver. Il y a une part aussi d'extrapolation, c'est-à-dire si demain dans le véhicule autonome il y a tel problème, alors il va falloir par exemple avoir un bouton qui permet de reprendre le contrôle, ce qu'on avait mis dans la petite carte que je montrais tout à l'heure pour le département de la mobilité du canton de Genève. Donc un certain nombre de choix qui sont à la fois liés aux signaux faibles, mais aussi liés à, et ça c'est extrêmement important, liés à l'effet que l'on souhaite produire auprès des personnes à qui on destine cette design fiction. Puisque le but, c'est pas juste de créer, enfin voilà, on fait pas Black Mirror, on fait pas un film de science-fiction dans lequel on crée des objets fictifs. On veut créer un effet auprès d'une certaine population qui peuvent être les citoyens et citoyennes, dans le cas du projet du véhicule autonome. Dans d'autres contextes plus commerciaux, ça peut être de faire réfléchir à des questions, je sais pas, les gens d'IKEA avec lesquels on a travaillé sur les problématiques des objets connectés. Donc, dans ce type de contexte, on va mettre l'accent, par exemple, sur la question de l'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, ou alors mettre l'accent sur des problématiques d'utilisabilité, d'interface, quand on est sur des voilà, dans des projets dans lesquels ces questions sont beaucoup plus importantes. Et donc là, l'enjeu, c'est d'aller de l'inspiration à la projection pour ensuite, et c'est ça, je pense, qui est le plus crucial dans l'affaire, de trouver des manières de faire réagir sur un ensemble de questions qui peuvent être liées à la plausibilité des scénarios. Est-ce que c'est plausible, pas plausible? Qu'est-ce que ça signifie en termes de pertinence par rapport aux acteurs qui sont considérés? Est-ce que c'est pertinent pour les utilisateurs? Est-ce que c'est pertinent pour un organisme de régulation? Est-ce que c'est pertinent pour l'entreprise? Si ça ne l'est pas, pourquoi? Donc on a toutes sortes d'activités qui peuvent être réalisées ensuite avec ces objets de design fiction. Est-ce que ces produits ou ces services qui sont montrés ici peuvent être adoptés ou pas? Et puis les questions finales, c'est qu'est-ce que ça change, hein? Qu'est-ce que ça change pour l'organisation? Ça, c'est un projet qu'on a fait pour un musée à Manchester, le musée du football, sur la question des données dans le monde du sport. Les techniques d'intelligence artificielle, les réseaux de capteurs. On a fait un supplément d'un journal de Manchester, Manchester Evening, dans lequel c'était à l'époque en 2015, il est situé en 2018, et on représente dedans qu'est-ce que ça change d'avoir toutes ces technologies dans le monde du sport, avec de la data visualisation, de la représentation de données, des articles de provocation, de si on simulait des matchs de poule à la Ligue des Champions, etc., etc. Et ça, c'est la partie, on pourrait dire, créer l'objet, mais nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était d'avoir une publication qui est distribuée à 100 000 exemplaires dans la ville, avec des gens qui ne se préoccupent pas de ces questions et qui permettent de les faire réagir, discuter, échanger, débattre sur ces aspects. Alors ça, c'est un projet plus centre culturel, donc évidemment, c'est différent de ce qu'on peut faire avec des entreprises et que je peux malheureusement pas montrer ici. Mais ainsi, je termine sur pourquoi on utilise ce genre de démarche. C'est globalement, pour informer et anticiper en fait un certain nombre de nouveaux produits et de services dans des processus d'innovation, d'organisation qui peuvent être privés, publics, associatifs, etc., etc. Ensuite, un point qui est important aussi, c'est que c'est souvent utilisé, on est souvent sollicité pour créer des projets de design fiction qui vont aider à construire une culture organisationnelle un peu différente, qui essaye de sortir un peu de cette panne des imaginaires que Colin expliquait tout à l'heure, et qui les aide dans un second temps à construire une certaine vision, mais de manière exploratoire, en n'apprenant pas d'emblée en disant voilà le futur c'est le véhicule autonome. Non,
on crée ce genre d'objet qui nous amène à critiquer, en fait, à commenter quel type de stratégie pour la mobilité et éventuellement avec des véhicules autonomes. Et puis, un dernier point, c'est aussi définir des priorités, définir un chemin, parce que les scénarios et les objets design fiction produits, ils servent soit de repoussoir, on ne veut pas du tout faire ce genre de choses, ou au contraire, c'est une cible ou c'est un objectif qui peut être intéressant, auquel cas, si on les anticipe à 3, 5, 7, 10 ans, qu'est-ce que l'organisation doit mettre en place pour y arriver ou pour y arriver d'une manière un peu différente. Donc en définitive, ces démarches de design fiction, c'est une espèce d'objet intermédiaire pour faire accoucher, pour faire une espèce de maïeutique, pour faire discuter sur des aspects précis et rendre la conversation plus tangible dans des processus qui sont décrits ici. Voilà, je vous remercie. Super. Merci beaucoup Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? 10 minutes avant d'aller manger. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention qui était très intéressante, très enrichissante. Moi j'avais une question sur à quel point est-ce qu'il faut qu'on prévienne de l'exercice de design fiction à des populations auxquelles on va donner l'objet de design fiction. Par exemple, là, la carte sur les véhicules autonomes, est-ce que ça ne peut pas créer aussi de la peur si on ne les prévient pas que c'est seulement un exercice qui veut élever un débat? C'est une bonne question. On a eu ce débat quand on avait travaillé avec IKEA. Ils voulaient absolument que sur le catalogue qu'on avait produit, il y ait marqué un gros sticker avec fiction. Puis parfois on le fait aussi, mais il y a des gens qui tombent dans le panneau. Donc il y a un enjeu en fait d'une forme d'éthique de la relation, parce que ce qu'on fait, c'est pas non plus de mentir, mais il y a une forme de suggestion qui est présente. Alors je dirais que ça dépend quand même des contextes, parce que quand c'est sur des objets techniques qui sont un peu plus distants, quand on a fait le débat public avec des gens qui venaient, que j'animais pendant 2 heures, on discutait de la carte du véhicule autonome. Globalement, les personnes en question avaient tout à fait conscience, même les gens qui n'avaient pas de connaissances techniques ou qui ne s'intéressaient pas tellement à ces sujets, voyaient bien que c'était de la musique d'avenir. Et donc, c'était pas trop délicat. Là où ça devient un peu plus, c'est quand on est beaucoup plus proche d'aujourd'hui. On s'appelle Near Future Laboratory, parce qu'on aime bien travailler sur des questions à 3-5 ans. Et là, en général, on prévient. Enfin, c'est pas forcément indiqué sur l'objet, mais voilà, vous allez participer en fait à un atelier dans lequel on va travailler sur l'action du futur on va vous soumettre des objets, parce que souvent il y en a plusieurs pour montrer qu'il y a différentes trajectoires possibles. Et donc là, c'est évident que il n'y a pas de confusion avec ici. Par contre, c'est vrai que ça c'est peut-être une question que quelqu'un aura après, mais dans les ingrédients qu'il y a dedans, on essaie de trouver toujours un équilibre entre des aspects plus ou moins positifs et négatifs. On se donne comme règle, on a appelé ça la règle des 70-20-10, c'est qu'il y a 70% en fait, globalement de normalité dans ce qui est présent, 20% de friction, c'est-à-dire montrer des petits problèmes, des choses qui ne marchent pas, et puis 10%, pas de la dystopie, mais des problèmes beaucoup plus importants. Et ça, c'est... Alors le ratio, en fait, il est complètement imaginaire. C'est juste à force de voir que si on met trop d'éléments dystopiques, ça tue la discussion. Si on n'en met pas assez, on ne va pas sur les problèmes là où ça fait mal, ou là où on pourrait discuter. Donc il faut trouver ce genre d'équilibre. Et c'est là où, par rapport à votre question, c'est aussi important pour ne pas décourager, pour ne pas susciter des réactions de peur, même si ça peut arriver parfois, mais être moins, parce qu'il y a tout un courant en design critique et design spéculatif qui montre quand même des choses assez plombantes. Nous, dans une logique qu'on essaie de garder plus constructive, on préfère trouver cet équilibre et de ne pas laisser croire que c'est aujourd'hui et que tout ça n'est pas de la fiction, mais avec quand même certains ingrédients. Super. Une autre question? J'avais une autre question. Je voulais savoir... Ah voilà, ok, ouais. J'ai la lumière là en face, donc ouais. Pas de souci. Je voulais savoir, puisque vous travaillez sur ce sujet depuis assez longtemps, j'aimerais avoir votre point de vue sur un peu l'appropriation de cette approche qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, et si, selon vous, il y a eu des évolutions sur la prise en main de cette approche ou pas. Ouais, alors là, je vous ai présenté un peu comment on fait les choses à notre sauce, aussi avec
mon collègue Julian Blicker qui a créé le terme en discussion avec l'écrivain de science-fiction Bruce Sterling. Nous, on a une certaine manière de le faire, puis il y a une pluralité de pratiques, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une distinction possible, c'est la façon de produire ces design fiction. Est-ce que nous, dans notre cas, c'est souvent, on nous demande de les produire, alors ensuite on va aller chercher la matière, parfois on fait quelques ateliers, mais c'est quand même un travail que l'on produit de manière, on va dire, comme une commande, ce qui n'est pas le cas de le faire, de la co-élaborer, on a pu le faire, hein. Par ailleurs, on le fait moins maintenant pour des raisons pratiques, et il y a d'autres gens qui le font bien. Donc il y a une première distinction sur, voilà, est-ce que c'est fait de manière, on pourrait dire, par un petit groupe de personnes en champ, ou est-ce que c'est produit collectivement? Là, je pense qu'il y a, suivant les cas, ça peut tout à fait être pertinent. Ensuite, il y a d'autres distinctions pour moi, c'est sur qu'est-ce qu'on entend par artefact, hein, parce que évidemment, vous voyez la liste que j'ai montrée. Enfin, nous, on prend les objets dans leur plus grande diversité, hein, qui peuvent aller de faire voilà, le paquet de céréales ou de faire je sais pas, le carnet d'un explorateur ou d'un journaliste dans 10 ans, et puis on regarde à quoi ça ressemble. Il y a parfois, je trouve, quand je vois des projets de design fiction qui sont essentiellement textuels, comme des récits, je me demande pourquoi ce serait pas. Enfin, dans ce cas-là, c'est un récit de science-fiction, il n'y a pas besoin d'utiliser le terme. Il faut quand même qu'il y ait une dimension artefactuelle. Mais en disant ça, je vois bien que bon, nous aussi, on produit des textes quand on fait le journal qui est situé dans le futur. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu de souplesse là-dessus. Donc, ça, c'est une deuxième distinction. Puis, une troisième, c'est peut-être le degré de précision des manières de faire. Là, j'ai montré une vision très générale un peu d'un process, parce qu'en fait, nous, on réinvente ça à chaque fois. Hein. Et puis, suivant les projets, si on travaille, je sais pas, on a des projets qui durent une année, ben, le process va pas être le même que quand on a une semaine pour travailler dessus. Et par contre, nous, ça nous tient à cœur de pas surdéfinir en fait les manières de faire, et qu'il faut trouver une forme d'équilibre entre, mais ça on l'a déjà vu ce matin, hein, entre une forme de pensée un peu analytique, hein, réunir des documents, enquêter, et puis des formes plus spontanées en fait et créatives d'explorer une voie parce que on est enthousiasmé par telle forme en se disant qu'elle va produire tel effet, etc., etc. Donc, et là, je vois qu'il y a dans les studios, les agences qui font, il y a des différences. Et puis, quatrième différence, ça dépend beaucoup quand on travaille avec des clients, des acteurs publics ou des entreprises type grand compte, ou avec des petites entreprises et des PME qui n'ont pas les mêmes moyens. Donc, il y a une évolution autour de ces aspects-là. On va poser une dernière question avant d'aller manger. Avec quelqu'un ? Tout au fond. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question sur... en fait, ce que vous présentez, c'est une discipline qui nécessite qui joue dans l'incertain et qui doit nécessiter une certaine posture, un certain lâcher-prise sur le fait de ne pas savoir où on va. Comment est-ce qu'on convainc des dirigeants d'assumer, notamment vis-à-vis de leur entreprise, qu'ils n'ont pas la réponse et qu'il y a une part d'inconnu et d'incertain dans cette démarche? Voilà, je pense que nous, dans les projets qu'on mène, il y a un biais qui est que les personnes qui nous sollicitent sont convaincues, et puis on doit passer pour des rigolos auprès d'autres. Ça j'en conviens. Alors, pour moi, il y a plusieurs manières de voir la question. Il y a déjà le fait, hein, dans la démarche elle-même, de trouver un rapport entre le coût de la démarche et l'ambition qui fait que, par exemple, on a pu être sollicité par des entreprises qui n'ont pas forcément peut-être une grande démarche prospective, mais de se dire on va essayer ça ne coûte pas extrêmement cher, mais ça peut être une manière d'amener pas forcément une vision prospective, mais au moins une discussion un peu différente lors, je sais pas, d'un atelier de fin d'année. Ça c'était il y a 10 ans, mais et nous, on voyait ça comme un cheval de Troie, en fait, une manière de mettre le pied dans la porte, et alors que l'entreprise voyait plus ça comme une espèce de vision un peu plus créative sur une question qui leur tient à cœur, mais en ne sachant pas trop comment la prendre. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. C'est pas forcément d'entrer par la dimension la plus stratégique, mais plutôt par un moment un peu différent dans l'entreprise. Après, il y a une autre manière de faire. C'est pour ça que nous, on produit des bouquins, qu'on fait des interventions, qu'on croise toutes sortes de personnes dans différents domaines, en essayant de montrer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et puis, c'est sûr que ça
Ça aide quand on est un peu plus âgé. Moi, quand j'étais en thèse en 2005, j'avais un prof à l'EPFL à Lausanne qui d'ailleurs travaillait à Stanford et qui était proche des gens du ME 310 et qui me disait mais toi là tu es doctorant, à moins que tu aies une balafre ou que tu te laisses pousser une barbe, tu ne seras pas sérieux pour faire de la prospective, donc fais des projets et après ça viendra. Et je trouvais son argument, c'était évidemment un peu vexant à l'époque, mais le fait d'acquérir une forme d'expérience et puis de travailler avec je sais pas, tel acteur qui nous a fait confiance sur un certain aspect donne une confiance après pour un ou une chef d'entreprise dans un autre domaine. Donc il y a un travail de petits pas en fait, d'une forme de, pas d'évangélisation, mais en tout cas de faire comprendre ces questions. Et puis là où, troisième point, pour moi qui est fondamental, c'est que la situation elle est plus du tout la même aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans ou même il y a 6-7 ans. C'est que cette question de l'ambiguïté, de l'incertitude, elle est tellement vécue de manière intrinsèque par des gens dans des entreprises qui sont pourtant très très rationnels, qu'il ou elle constate qu'il faut faire autrement. Et il y a un collègue, Alexandre Monin, qui parle de patrons effondrés, c'est-à-dire des patronnes d'entreprises qui, dans leur quotidien, ont leurs enfants qui leur montrent, tous ces enjeux que montrait Colline tout à l'heure, ils ne peuvent pas passer outre. En fait, ils disent oui, ok, en fait, il y a une espèce de décalage entre la manière dont je travaille dans l'entreprise et les futurs qu'on met en œuvre, et puis une espèce d'angoisse. Donc, il faut essayer d'autres choses. Alors, c'est pas que tout le monde est convaincu, loin de ça, mais je trouve qu'il y a quand même c'est un peu plus facile d'aborder ces questions-là, surtout quand il s'agit, c'est pas de construire un pont, quoi. C'est des problèmes qui sont pas qualifiés. Comme l'a dit le directeur des ponts tout à l'heure, il y a une prise de conscience en fait qu'il va falloir tenir compte de situations d'incertitude, de ces problèmes épineux, wicked problems. Et ça, je pense on va aller, malheureusement, on va aller de plus en plus dans cette direction. Je dis malheureusement parce que c'est lié à l'état du monde. Bien, merci. Encore une fois, je vais merci. vous... merci.